Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par Isarta, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux où à chaque épisode, un créateur de contenu nous transporte dans ses coulisses pour nous dévoiler tous ses secrets en lien avec la création de contenu de manière stratégique et récurrente. Mon nom est Francis Jeté, j'anime le podcast et je te souhaite bon show! Aujourd'hui à l'épisode, on a la chance de recevoir Annie Picard, a.k.a. la Slasheuse. C'est une stratège, une consultante en marketing web organique. Mais surtout, Annie, tu es la grande fondatrice de l'événement BERK. Ouais. Je sais pas, là, je le dis avec un accent C'est français. parfait. Je sais pas pourquoi tu BERK. le comme ça. Donc, BERK est un festival qui s'en vient. Annie, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Et toi? Ça va très bien. Je suis content de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va parler de sujets vraiment intéressants. Donc, entre autres, le fait de manquer de régularité quand on crée du contenu, le fait de... Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'il y a plein de gens qui s'auto-flagellent, qui se mettent de la pression à être très, très, très réguliers. Moi, je suis le premier à être irrégulier aussi en fonction de mes disponibilités, en fonction de mon agenda qui est chargé parfois. Je pense que ça va être un épisode vraiment intéressant. Puis on va parler aussi de l'équilibre entre la création de contenu à valeur ajoutée sur le long terme et les lancements, puis comment trouver son équilibre là-dedans. Donc, d'abord, j'aimerais ça que tu me parles comment tu es devenue une slasheuse. Ouais, c'est un terme que plusieurs personnes se demandent c'est quoi. En fait, en bon français, ce serait multipotentiel. C'est comme des gens on a plusieurs intérêts. Je veux pas dire qu'on s'éparpille, mais au contraire, on pogne des niches, puis là, on devient vraiment calé dans ces sujets-là. On s'intéresse à ça. Fait que moi, je dis slasheuse parce que je fais du SEO, mais je fais du copywriting aussi. Tu sais, je vais faire de la recherche nominale. Je vais faire plein de choses qui m'intéressent vraiment, que je me suis vraiment formée pour apprendre à faire, pour devenir experte là-dedans. Mais justement, on en parlait avant l'épisode, quand les gens me demandent qu'est-ce que tu fais, là, tu sais, mon fameux elevator pitch, je suis tout le temps comme, ben, un peu tout, mais pas vraiment dans le fond. Fait que, tu sais, ça complexifie un peu les présentations. Mais moi, j'ai choisi justement de pas bloquer ma créativité et mes intérêts. Fait que je reste sous le chapeau de marketing web organique. Fait que ça, c'est un peu les balises, les limites que je me suis dit, là, que mon entreprise allait rester là-dedans, à moins qu'un jour je défonce ces barrières. Mais tu sais, pour l'instant, je me dis au moins, si ça rentre dans le marketing web organique, c'est fine. Je peux rentrer ça sous slasheuse.co. Très cool. Puis comment tu es rentré dans le monde du marketing numérique? Tu sais, on a tous des parcours Ouais. un peu atypiques. Toi, c'est quoi ta petite histoire? Ben, ma petite histoire, c'est que j'ai été chargée de projet en événementiel, donc vraiment la logistique, des gros événements corpos, là, tu sais, 1000 personnes, des grosses affaires. Puis, j'avais une envie de liberté. J'avais beaucoup de voyages à cette époque-là, puis tout ça. Puis, bien évidemment qu'en événementiel, c'était un petit peu compliqué. Il faut pas mal que tu sois sur place. Tu n'as pas nécessairement une liberté d'horaire. Tu sais, l'événement a lieu telle date, telle date. Bon, là, tu pourrais dire, tu te dis que j'ai organisé le BERK, là, c'est drôle, parce que, tu sais, j'organise encore des événements. Fait que je me suis remis un peu dans, dans le bain. Mais, tout ça pour dire que j'ai eu envie d'être plus autonome. Puis là, j'ai commencé à avoir un blog voyage à cette époque-là, qui est encore en ligne s'il y a des curieux, des curieuses. C'est Annie Anywhere, mais tu sais, comme pas updaté depuis quelques années, depuis la pandémie. Puis, ben c'est comme ça que, en ayant mon propre blog, tu sais, je me suis dit, ben, tant qu'à passer ce temps-là à écrire, je veux que les gens me lisent. Fait que là, j'ai essayé, tu sais, des stratégies sur les réseaux sociaux, j'ai essayé plein de choses, des techniques d'écriture, puis j'ai découvert le SEO, donc le Search Engine Optimization, en comment apparaître sur Google. Puis là, ça l'a vraiment changé ma vie un peu. Je suis tombée en amour avec cette stratégie-là qui me ressemblait comme introvertie. Tu sais, ça me demandait pas justement de, tu sais, faire des shows là, sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. C'était sur du long terme aussi, fait que j'avais moins l'impression de créer du contenu qui allait mourir, tu sais, que ça allait avoir une plus grande durée de vie. Fait que bref, avec ma personnalité à moi, ça allait vraiment bien. Fait que je me suis formée, puis j'ai été prise sous l'aile de Myriam Gessier, qui est vraiment une grande, grande experte justement en SEO, qui m'a formée, qui m'a appris la vie. Comme je lui dois vraiment beaucoup dans ma carrière. Fait que c'est comme ça un peu que je me suis lancée dans le marketing web
j'ai rentré avec une envie de voyage, puis je suis ressortie avec des analyses de mots-clés. C'est vraiment parfait. Tu vois, moi aussi, c'est comme ça. Hein, c'est une de mes passions qui m'a rentré dans le marketing numérique. Fait que je pense qu'on est plusieurs avec ce parcours-là. Tu parlais, ben, tu sais, justement, c'est ta passion qui t'a amené à avoir le goût d'écrire, puis de rédiger, puis ça. Donc, peux-tu nous parler un peu de ton parcours, pas ton parcours, mais ton processus créatif? Dans le fond, comment tu le définirais? Est-ce que c'est plus chaotique, planifié? Ça ressemble à quoi? Et c'est drôle, hein, parce que ça dépend, c'est qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est quoi la phase dans mon entreprise. Si je suis pas en lancement, ça va être extrêmement chaotique. Là, je vais faire ça à 11 heures le soir parce que je viens d'avoir une idée. Puis là, je vais créer un visuel où je vais parler de ce que ça me tente. Est-ce que c'est stratégique? Je le sais pas. Ça me tente de parler de ça. Je vais plus, tu sais, connecter avec les gens, faire des stories, habiller un peu tout proche ou n'importe quoi. Ça va être vraiment, vraiment chaotique. Puis quand je suis en lancement, donc quand j'ai un objectif comme, tu sais, présentement, justement, c'est le lancement du beurre, là, ça va être beaucoup plus structuré. Tu sais, je vais avoir une stratégie qui va être plus claire, tu sais, d'aller rejoindre certains types de personnes, d'être sûr de passer les bons messages, tout ça. Tu sais, j'ai plus 4 types de publications là, que je fais pendant un lancement. Fait que là, ça va être vraiment plus organisé. Puis après ça, je vais retomber dans mon chaos. Tu sais, moi, je suis une bonne sprinteuse, justement. Tu sais, je suis capable de faire beaucoup de contenu sur peu de temps, mais je pourrais pas tenir ce rythme-là sur le long terme. Ça serait impossible pour moi. Je suis pas une marathonienne, là, je pourrais pas tenir ce rythme-là. Je trouve ça tellement parfait comme discussion parce que il y a tellement de gens qui pensent que l'important, c'est de créer beaucoup, beaucoup à tous les jours ou à tous les semaines, mais d'avoir cette variabilité-là. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même important. Comment tu le vis avec ça? Est-ce que justement tu le vis aussi un peu, pas ce syndrome de l'imposteur, mais cette pression-là de dire ah ben Colin, j'aimerais ça être bien plus régulière dans ma création de contenu puis avoir une meilleure récurrence ou est-ce que tu te mets cette pression-là? Bien, c'est sûr que je me mets cette pression-là parce que, tu sais, dans le discours ambiant, c'est ça qu'on entend. On devrait donc, tu sais, publier minimum 3 fois par semaine. Des stories, si t'en fais pas tous les jours, ça marchera pas. Tu sais, on a cette espèce de pression-là, mais c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui y arrivent, puis tant mieux, puis c'est génial. Puis souvent, ça va faire partie de leur personnalité. Tu sais, ça va leur demander un effort, parce que je pense qu'il y a personne pour qui c'est complètement facile. Entre tant mieux pour ces personnes-là, si ça existe, là. Mais ça va leur demander un effort qui va être moindre que d'autres personnes pour qui ça va être la fin du monde de faire du contenu à ce rythme-là. Fait que je pense que c'est important de se respecter dans la création de contenu. Tu sais, si je suis tout le temps comme si t'es en burn-out, tu sais, tu vas en faire encore moins du contenu, là, on s'entend? D'avoir un rythme qui est peut-être moindre que ton idéal, mais qu'au moins tu vas pouvoir tenir. Moi, je trouve ça plus sain pour ta santé mentale. Je trouve que les gens, ils vont pas nécessairement t'oublier. Tu sais, moi, je suis quelqu'un ça fait 2 étés de suite que je prends 3 mois de congé. Donc, juin, juillet, août, je ferme ma business. Je suis pas là. Puis, j'ai pas de publication pendant 3 mois. 3 mois, c'est le quart d'une année. C'est long, là. Puis, ça change rien. Je reviens, j'ai les mêmes statistiques. Les gens se sont pas désabonnés en masse. Il y en a pas de problème, là. Tu sais, moi, je suis pas en train de faire refresh sur mes gens préférés que je suis sur les réseaux sociaux pour voir comment ils ont publié aujourd'hui. Tu sais, il y a personne qui fait ça. Fait que, tu sais, de prendre l'habitude de se respecter, de prendre des pauses, puis surtout quand tu reviens de tes pauses, de pas dire que tu étais en pause. C'est déjà juste ça, je trouve que ça fait une différence. Tu sais, moi, les gens qui reviennent en story sont comme ouais, j'ai pas publié depuis 2 mois, puis je suis comme je m'en étais pas rendu compte avant que tu me le dises sérieusement. Tu Exact. sais? Ouais. Ouais, tellement important ce que tu dis là. Ben justement, tu nous as dit, bon, ben, puis on va revenir là, tantôt sur les 4 types de publications quand on est en lancement, quand on va rentrer dans ce sujet-là un peu plus, mais tu nous as dit aussi, bon, mais quand je suis un peu plus en mode chaotique ou en mode un peu plus comme intuitive, mettons, donc là, tu travailles un peu plus comme, ah, tu as une idée, il est tard, mais c'est pas grave, là, tu sais, Fait que parle-nous un peu de ce processus-là créatif. C'est quoi généralement ton point de départ? Fait que t'as ton point de départ, j'imagine, comme quand tu as des flashs d'idées comme ça, mais tu as un point de départ aussi des fois quand tu es un peu plus en mode création stratégique. Peux-tu nous parler comme comment tu trouves tes idées? Ben, moi, je traite ma communauté sur slasheuse.co, puis je suis juste sur Instagram.
bon, tu sais, un petit peu sur LinkedIn, mais comme ça fait un peu pitié, là, justement, on parlait de, tu sais, la régularité, là, sur LinkedIn, c'est ouf. Puis c'est mon seul compte Instagram. Tu sais, j'ai pas un compte secret, là. J'ai essayé de faire ça, puis je l'ai tenu une semaine parce que c'était beaucoup trop d'avoir 2 comptes. J'ai pas un compte secret où, tu sais, je publie juste pour ma famille, pour mes amis, puis slasheuse.co, c'est juste ma business. C'est Annie Picard, slasheuse.co, c'est la même personne. Annie Anywhere, c'est la même personne. Fait que je traite la communauté comme mes amis. Tu sais, quand je suis en mode chaotique, comme j'ai parlé de mon achat de maison, j'ai parlé de mon déménagement, moi, c'est drôle parce que j'aime beaucoup les cornichons, les pickles, hein. Puis là, justement, je partage des niaiseries de cornichons, tu sais, des cornichons qui dansent, des patterns de linge de cornichons, tu sais, ça, est-ce que ça apporte quelque chose au niveau vraiment stratégique? Tu sais, est-ce que c'est ça qui va convertir? Je pense pas, tu sais, mais ça crée une connexion, puis ça crée un lien de confiance aussi que je suis pas juste là pour vendre quelque chose. C'est correct de vendre. On est des entrepreneurs, des entrepreneuses. On est là pour vendre. Of course qu'il faut vendre, sinon ça se passera pas, là. D'être aussi un humain, tu sais, qui rip ses pickles, qui déménage, qui est fatigué, qui est pas maquillé cette journée-là, qui est en train de ramasser les feuilles sur son terrain. Name it, je sais pas, tu sais. Mais moi, quand je trouve quelque chose de drôle, puis juste envie de le partager avec le monde, tu sais, ça va être ma création de contenu chaotique. Ça se peut que si je suis dans une bonne journée, puis que j'ai une idée de génie, puis que mon quotidien, là, je suis capable de faire un lien avec le SEO, avec la recherche nominale, avec quelque chose que je vends, bien là, c'est certain que je vais le faire. Tu sais, mais c'est ça que j'appelle mon mode chaotique, où je suis vraiment en mode connexion avec les gens. Puis je pense que ça a créé une ambiance dans ma communauté de confiance, en fait, parce que les gens sont comme, OK, là, elle n'est pas en lancement, elle est juste quelqu'un, tu sais, qu'on suit, qu'on trouve attachant des fois, qu'on trouve fatigant d'autres fois, tu sais, comme n'importe qui. Mais quand elle est en lancement, on sait qu'elle va nous en parler puis tout. Mais moi, j'ai pas de désabonnement massif quand je me mets à vendre, tu sais. Les gens, ils restent, ils sont comme, au pire, ça va durer 2 semaines, tu sais. Ils savent que c'est pas juste ça. Je suis pas juste là pour leur vendre des choses. Ouais. Je suis juste là, point. Puis moi, c'est comme ça que je me sens bien, que je me sens à l'aise. J'ai l'impression d'être quelqu'un de transparent dans la personne que je suis. Puis au niveau de ma création de contenu, bien, ça me permet d'avoir des pauses. Parce que, tu sais, mon contenu de cornichon ne me demande pas d'effort là, à publier, tu sais. J'enverrais ça à ma mère. Tu sais, souvent, justement, je vais envoyer quelque chose à ma meilleure amie, tu sais, en privé. Puis finalement, c'est drôle. Puis finalement, je vais le mettre public sur Slasheuse, tu sais. Mais ça va pas demander d'effort de créer ce contenu-là. Fait que souvent, on oublie que la connexion, c'est juste l'humour, l'authenticité, un petit peu tout croche, tu sais. C'est correct d'être un petit peu tout croche des fois, là. Tout le monde l'est, tu sais. Ouais, la vérité du behind the scenes. Ben, moi Ouais, aussi, c'est là, ça. personnellement, mon compte Instagram, c'est similaire au tien. Donc, j'ai juste un compte de mon compte personnel et business en même temps. Puis, je partage vraiment beaucoup de contenu en lien avec la bouffe. Je suis aussi un grand amateur de pickle. Yes! Mais ce sera un sujet pour une autre fois. Je sais pas pour toi, mais moi, quand j'entends le mot comptabilité, je me mets à stresser. Je trouve que la comptabilité, c'est compliqué, surtout quand tu es travailleur autonome. Si tu passes plus de temps à gérer tes factures et tes devis qu'à travailler sur tes mandats, t'es pas rentable. Imagine si tu pouvais gérer ta paperasse en quelques minutes par mois et mettre plus de temps sur ta création de contenu et la gestion de tes dossiers. Si je te disais qu'avec Momenteo, tu peux faire tout ça. Momenteo, c'est un logiciel spécialement conçu pour les entrepreneurs puis les travailleurs autonomes, développé ici au Québec, qui te permet de rester à jour dans ta facturation sans stresser. Tu peux suivre tes heures facturables, tes déplacements et tes dépenses à travers un calendrier super intuitif. Tu peux aussi envoyer des devis et des factures personnalisées en quelques clics, puis même recevoir tes paiements directement. Tu sais comme moi, t'aimes ça avoir un portrait clair de tes chiffres, que ce soit dans la performance de ton contenu comme dans ta business. Et c'est une des fonctionnalités vraiment intéressantes de Momenteo, la capacité de créer des rapports de manière simple et intuitive pour garder un œil sur tes KPI business. Arrête de perdre ton temps et visite momenteo.com pour tester la plateforme gratuitement. En plus de sauver du temps, tu peux sauver de l'argent avec le code SOCIAL20 pour obtenir une réduction exclusive de 20% sur ton abonnement. Un gros merci à l'équipe de Momenteo de commencer le podcast. De retour avec notre invité. Si tu prends le temps d'écouter le podcast, c'est la preuve que tu aimes ça apprendre et que tu peux améliorer ta création de contenu et tes résultats.
Mais si je te disais que tu peux aller encore plus en profondeur sur l'optimisation de ton contenu sur certaines plateformes, serais-tu curieux de savoir comment? C'est simple, tu as juste à te rendre sur le site d'Isarta pour consulter les sujets de formation que je donne en lien avec les médias sociaux. TikTok, la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe la plateforme sur laquelle tu aimerais ça en apprendre davantage, j'ai sûrement une formation sur le sujet. Tu aimerais développer ton propre podcast, j'ai aussi une formation là-dessus. Puis ça, c'est juste mes formations à moi. Il y a une foule d'autres formations données par des experts d'autres domaines, que ce soit en lien avec le marketing numérique ou plein d'autres sujets fascinants qui vont t'aider à propulser ta carrière. Visite formation.isarta.com pour consulter le calendrier des formations et t'assurer de réserver ta place. Merci à Isarta de commanditer le podcast Le Social Show. Donc, tu disais que tu étais juste, entre guillemets, sur Instagram, un peu LinkedIn, mais tu dis que tu es irrégulière dans ta création de contenu, mais quand même, tu es vraiment bonne à garder ton podcast puis garder ton infolette active de manière quand même très récurrente. Donc, cette portion-là de ta création de contenu, comment tu la gères concrètement là, dans ton quotidien, dans ton horaire pour avoir quand même... Tu as l'air quand même très structuré pour ces deux contenus-là, plus récurrents, plus longue forme. Fait que je sais pas si tu veux m'en parler un peu de celle-là. Comment tu gères ça? Ben, mon podcast, c'est La Ligne Diagonale, si ça te tente d'aller écouter, by the way. Ça, c'est un épisode par semaine. Je fais des saisons. Là, j'ai fait 2 saisons de 30 épisodes. Je suis à la 3e saison, puis tout ça. Ça me demande, j'ai comme pas le choix d'être plus organisée parce que c'est, comme tu l'as dit, du contenu long form. Ça te demande de la recherche. C'est pas rare que je lis un livre au complet pour un épisode de podcast. Où j'ai des entrevues justement avec des gens, puis ces gens-là, je peux pas les appeler comme à 11h le soir. Fait que j'ai pas mon épisode pour demain, qu'est-ce que tu fais? Fait que ça, j'ai pas le choix. Fait que je suis structurée, puis je le traite vraiment comme un projet. Comme si j'étais dans mon ancienne vie chargée de projet. Donc, j'ai un calendrier, j'envoie mes invitations d'avance. Est-ce que des fois, je suis en minute? Ben oui, c'est sûr que oui, surtout pour mes épisodes solo, parce que ceux-là, justement, j'ai pas besoin de reach out à des gens. Fait que ça m'arrive, c'est pas parfait. Mais ça, c'est ma portion, ce que je me dis, j'essaie de pas faire de compromis, mais c'est 30 semaines. Tu sais, j'ai quand même il y a 52 semaines dans une année, c'est ça? Les mathématiques, hein? C'est ça, fait que tu sais, il y a quand même, c'est un peu plus que la moitié du temps, mais il y a la moitié du temps, justement, parce que j'ai pas à penser à ça. Fait que je me dis, pour cette période-là, là, je le fais une fois par semaine, puis souvent, l'infolette va découler de l'épisode de podcast. Fait qu'une fois que j'ai trouvé mon sujet, que j'ai mon épisode, ben tu sais, mon épisode va se décliner en plein de contenu. Ça va devenir l'infolette, ça va devenir mes stories, ça va devenir une publication permanente sur Instagram. Si je t'entends, ça va devenir pas une publicité, mais une publication sur LinkedIn. Tu sais, c'est facile à ce moment-là d'avoir du contenu qui est exponentiel, surtout qu'avec un épisode de podcast, je peux faire un contenu de citation, je peux faire un reel maintenant que j'enregistre la vidéo, je peux faire une publication statique. Tu sais, il y a plein de choses que je peux faire avec ce contenu-là. Fait que je trouve ça plus motivant. Tu sais, je parlais de la durée de vie d'un contenu. Fait que non seulement tu as le fait que mon podcast va rester, tu sais, tu peux aller écouter des épisodes de v'là 2 ans, sont encore là. Tu sais, c'est pas... Tandis que ça m'étonnerait que tu scrolls sur mon compte Instagram pour monter jusqu'à v'là 2 ans. Peut-être, là, si t'es vraiment in love avec mon contenu, tu cherches quelque chose en particulier, je sais pas, mais tu sais, sinon, c'est pour ça que c'est plus facile pour moi d'être régulière, d'être motivée. C'est toute part de la motivation pour du contenu qui va être à long terme. Alors, ça revient au SEO parce que, tu sais, mes épisodes de podcast sont pas uniquement réfléchis pour le SEO, mais ils sont quand même un peu, sont optimisés, là. Tu sais, ils viennent avec un épisode que j'ai fait attention à mes balises, à ma titraille, que j'ai fait une petite, tu sais, recherche de mots-clés. C'est pas comme ça que, tu sais, c'est ça. Ils sont pas faits pour le SEO, mais sont quand même optimisés pour les moteurs de recherche. Puis il y a beaucoup de trafic. Moi, la majorité des gens qui me trouvent sur mon site web arrivent du SEO. Ça tombe bien, hein? On dirait que je fais ça dans la vie. Fait que, tu sais, c'est beaucoup plus motivant pour moi, tandis que quand je regarde l'énergie que ça me prend d'être présente sur mes réseaux sociaux avec ma personnalité, puis ce que ça m'apporte, c'est juste pas la même stratégie. Tu sais, pour moi, les réseaux sociaux, justement, c'est beaucoup le côté social de réseau social, tu sais. Fait que c'est pas le même... Il y a la notion de connexion aussi. Oui, c'est ça. L'autre problème, ben pas l'autre problème, mais l'autre défi avec les médias sociaux, c'est le tracking. Tu sais. Donc, c'est sûr que
des fois, notre perception est un peu skewée quand on analyse parce qu'on se dit, toutes nos conversions viennent de Google, mais souvent, c'est parce que les gens vont nous avoir avoir vu Oui, passer un contenu ou vont avoir passer un reel ou quoi que ce soit, vont avoir interagi avec, là, aller voir le compte, mais là, après ça, on va aller chercher peut-être sur Google pour tomber. Fait que, tu sais, des fois, il y a ça aussi qui est plus dur avec les médias sociaux. Tout à fait, tu sais, je suis d'accord avec toi que dans le fond, tu sais, ton SEO, c'est un contenu de longue forme et de longue durée, de longue vie. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment complémentaire à la création de contenu parce que ça nous permet d'être là quand les gens nous cherchent, mais ouais, de compléter aussi, de rester dans la tête des gens quand les gens nous ont déjà découvert, mais de continuer de show up pour eux autres. Donc, cette balance-là entre ton contenu ouais. organique, médias sociaux, et ton contenu de plus longue forme. Dans ton contenu de longue forme, donc toi, tu parles du balado, de l'infolette puis de ton SEO en tant que tel. Puis Ouais. pour ces trois sujets-là, ça ressemble à quoi ton processus pour combattre la page blanche ou trouver tes idées Mhm. de où elles naissent, ces fameuses idées de contenu? Ben, moi, tu vois, plus tu mets de contraintes, c'est contre-intuitif, là, mais c'est prouvé en créativité, plus tu mets de contraintes, plus ça va être facile pour moi de trouver des idées. Tu sais, si tu me dis, parle-moi du marketing web, je vais être genre, attends un peu. OK, mais par où je le prends? Tu sais, c'est vaste comme sujet. Ouais. Tandis que mon podcast, ma ligne éditoriale, je me suis dit, on parle d'entrepreneuriat, mais on parle d'entrepreneuriat de gauche. Donc, on va aller dans les valeurs, tu sais, anticapitalistes même, le féminisme, etc., etc. Fait que déjà, tu viens d'enlever un paquet de sujets là, que tu vas pas parler. Fait que ça va devenir plus facile parce que là, tu dis, OK, ben, je vais parler d'inclusivité. Ben là, tu sais, t'as plein de choses. Tu peux parler de la grossophobie en milieu de travail, tu peux parler de l'inclusion des personnes trans, tu peux parler de l'inclusion d'un point de vue féministe, tu peux parler du langage inclusif, tu sais, là, si tu rentres dans le langage inclusif, tu peux parler de l'écriture épicène, tu peux parler, tu sais, dans les choix des images, tu peux parler dans comment tu t'adresses dans les différentes communications. Tu sais, les angles, ça devient plus facile à trouver parce que là, déjà, tu t'es enligné dans une direction, tu sais. Fait que moi, ça m'aide. Puis souvent, tu sais, quand je fais des mandats avec ma clientèle, justement, quand on va parler, puis je vais être comme, c'est qui ta clientèle cible? Tu sais, c'est là que je passe le plus de temps, là. J'ai 1 million de questions parce que je veux savoir à qui on parle, puis c'est quoi qui te différencie, puis c'est ça qui est important. Puis dans ma création de contenu, mon processus, ben, tu sais, j'ai pas de niche, si j'ai pas une ligne éditoriale pour mon contenu, trouver une idée, ça va être interminable pour moi, tu sais. Ça va être tough. Je pense que tu mets le doigt sur quelque chose que la majorité des gens osent pas faire, c'est de se Mhm. forcer à se mettre dans une boîte pour que de là vienne la créativité. Puis moi aussi, là, mon cerveau, il fonctionne pareil comme le tien. Je pense là, que plus que j'ai de paramètres à essayer, ben on dirait que là, ça m'amène dans le bon chemin pour aller trouver les idées. Donc, ouais, je pense que ça, c'est quelque chose que souvent, on a peur d'être trop précis dans nos idées de contenu, mais au Mm. contraire, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment bien. Puis, ça ressemble à quoi dans ton processus créatif, ton organisation, les outils que tu utilises pour planifier un peu, là, tu sais, donc là, tu Ouais. rentres dans ton funnel là, à idées, mettons, mais comment tu t'organises ça un peu? Ouais. Premièrement, sur Notion, j'ai un. Ça pourrait être, honnêtement, ça n'a même pas besoin d'être un Notion, là, ça pourrait clairement être juste un Google Doc ou une feuille de papier, là. Mais là, c'est mon brain dump. Tu sais, toutes les idées que j'ai, c'est absolument le bordel dans ce fichier-là. Il y a même des fois, j'y retourne, tu sais. Là, j'ai commencé une idée. Tu sais, je me suis déjà laissé une note. Tu sais, ce serait important de parler d'eux. Puis là, j'avais arrêté là parce que j'allais faire autre chose. J'étais comme, ben oui, ça serait important. Ça serait important de parler de, tu sais, inutile. Anyway, je commence par mettre toutes mes idées là. Puis là, après ça, quand je construis ma saison, je me dis, OK, ben là, il faut que je trouve 30 sujets. Parce que je veux faire une saison de 30 épisodes. Tu sais, d'ailleurs, la saison 3, je sais pas s'il va y avoir 30 épisodes. On verra. J'essaie de piger. Puis là, après ça, je regarde, OK, mais est-ce que c'est équilibré entre les sujets que j'ai envie de parler avec des invités, les sujets que je suis capable, que j'ai l'expertise pour en parler solo. Après ça, bon, OK, dans mes invités, tu sais, je veux justement être inclusive. Fait qu'est-ce que je suis capable de trouver des experts qui sont variés au niveau de leur orientation de genre, de leur
de leur ethnicité, tout ça. Est-ce que j'ai une belle variété de personnes pour parler de ces sujets-là? Oui, non, non, je vais peut-être changer de sujet. Je vais peut-être essayer de m'adapter. Fait que ça, c'est tous des paramètres que je me mets pour essayer d'avoir un équilibre qui correspond à mon idéal d'inclusivité au niveau de mon contenu. Là, on parle vraiment de mon podcast. Puis après ça, ben là, souvent, je vais commencer par envoyer mes courriels, mes invitations à justement aux personnes que je veux qui viennent sur le podcast. Parce que si finalement j'avais comme 1, 2, peut-être 3 experts sur un sujet, puis là, tout le monde me dit non, ça m'est pas arrivé, mais tu sais, il va falloir peut-être que je change de sujet ou des choses comme ça. Ou souvent, tu sais, j'avais un sujet que c'était vraiment parce que je voulais que ça soit cette personne-là, puis là, finalement, ça fonctionne pas. Fait que là, je vais m'adapter, puis ça va être un peu comme ça. Puis souvent, moi, ben en fait, souvent, c'est ça. C'est ma 3e saison, je peux dire souvent quand même. Si j'ai pas au moins le tiers de la saison, donc si j'ai pas au moins 10 épisodes de près, je lance pas. Parce que je le sais que je vais rusher. Parce que je sais qu'à un moment donné, le genre, j'ai pas le temps cette semaine, c'est pas grave, j'ai un épisode de côté, je vais le faire la semaine prochaine. Si j'en ai 10, j'arrive à survivre. Mais si j'en ai moins que ça, je sais qu'à un moment donné, là, l'entonnoir va me rattraper, va me faire manger par le temps. Là. Comme ça, je me dis. Fait que c'est pour ça que j'enregistre tout le temps les premiers épisodes, tout ça, durant l'été, avant de lancer. Ben là, durant l'été, parce que j'ai lancé à l'automne. Sinon, j'enregistrais au printemps pour lancer pendant l'été, etc. Pour avoir une espèce de base de contenu qui est comme comment je dirais bien ça, mon matelas de sécurité pour que si j'ai pas le temps de faire un épisode d'une semaine, ben j'en prends un dans le panier, tu sais. Puis tout ça. Puis il n'y a pas de problème avec ça. Puis après ça, ben, tu sais, j'ai ma routine de tout va aller dans Asana. Moi, c'est là où c'est vraiment mon 2e cerveau où toutes les choses que j'ai à faire, ma to-do list, elle est dans Asana. Puis j'utilise des templates, hein, parce que quand tu fais un épisode de podcast, ben tu sais, tu vas avoir OK, ben, faut que mettons, je suis avec un invité. Ben, faut que je donne le rendez-vous, faut que j'enregistre, faut que je fasse le montage audio, faut que je crée le visuel qui va aller sur WordPress, le visuel qui va aller sur Instagram. Après ça, faut que j'importe l'épisode dans Libsyn. Je te donne tous les outils que j'utilise, auxquels je pense. Après ça, ben, il faut que je fasse cette année la vidéo pour YouTube. Il faut que je l'importe dans YouTube. Il faut que j'écrive l'infolettre qui parle de ça. Puis après ça, il faut que je programme ma publication sur business, de Meta, puis tout ça. Fait que ça, c'est toutes les étapes que j'ai, puis écrire les show notes, qui est ce qui me demande le plus de temps. Parce que je le traite vraiment comme un article de blog, je l'optimise, je mets des balises de titres, j'écris une métadescription, etc., etc. Fait que toutes ces étapes-là, ben, ça revient. Pour chacun des épisodes, ça va être la même chose. Fait que là, à un moment donné, tu pognes ta routine, tu sais. Quand j'en ai plusieurs, je vais peut-être travailler en batch, tu sais, je vais faire tous mes visuels. OK. Ou sinon, ben, je vais faire ma liste de to-do par épisode, là, un à la fois, selon la disponibilité que j'ai. Là. Ça, ce que tu viens de dire là, tu sais, c'est quand même important parce que ça fait partie des avantages aussi d'être un peu mieux planifié, entre Ben guillemets. oui. On sait des fois, tu sais, moi, j'essaie qu'il y ait de pas trop mettre de stigma pour les gens qui sont plus dernière minute ou qui sont plus en idéation puis de production de contenu plus intuitive, mais c'est sûr que quand tu es plus planifié, ben, tu as un peu plus cette opportunité-là de faire du batch work, puis donc d'être en mode comme je fais plusieurs visuels, et là, tu sauves du temps parce que tu n'es pas en context switching, tu n'es pas en train de changer d'une application à l'autre, donc ça te permet d'être un peu plus efficace. Fait que ça, je pense que c'est un truc quand même pratico-pratique qui est quand même important de considérer, même pour les gens qui sont peut-être un peu plus comme créatifs dernière minute. Si on est capable de faire du batch work, c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment intéressant. Tu as l'air d'être quand même bien structuré. Donc, à combien de temps, à peu près, tu investis par semaine dans ta création de contenu? Ça ressemble à quoi ton horaire? C'est beaucoup de batch work par type de... ou ça dépend d'une semaine à l'autre? Ça dépend, mais honnêtement, moi, je suis quand même slow. Je te dirais qu'il y a peut-être une journée par semaine. C'est pas tout le temps, comment je pourrais dire, c'est pas tout le temps vrai, mais tu sais, mettons, je raboutais tous les moments ensemble, probablement que ce serait comme justement le 1/5 de ma semaine de travail parce que tout faire les étapes, tu sais, je consacre une journée de travail par épisode de podcast. Ouais, à peu près. Ouais. J'admire les gens qui sont capables de faire ça en 30 minutes, là. Bravo. Je suis incapable de faire de la recherche, je vais m'égarer, là, je vais avoir une autre idée. Là, je vais faire mes show notes, tu sais, le montage, le ci, le ça, enregistrer l'intro. Moi, ça va me prendre comme une journée par semaine.
Fait que c'est sûr que Et si j'en fais puis, pendant l'été que, entre guillemets, je travaille pas, tu sais, j'ai pas de clientèle, ben là, ça m'aide, tu sais, à mieux gérer mon temps. Est-ce que c'est trop? Je sais pas, tu sais, c'est tellement ça, moi, le core de ce qui me fait connaître. Tu sais, les gens, je leur demande, tu sais, où est-ce qu'ils m'ont découvert ou, tu sais, ils m'ont pas nécessairement trouvé avec le podcast, mais c'est ça qui les a fait accrocher à moi. C'est ça qu'ils ont dit, ah, mais c'est avec elle que j'ai envie de travailler, tu sais. Fait que hum, cette journée-là, elle est rentable pour moi parce que c'est là que je vais chercher ma clientèle, tu sais. exact. Quelque chose de vraiment important là-dedans, ben, tu sais, justement, au-delà de la découvrabilité, ben, il y a la notion de la personne commence à considérer à passer à l'action avec toi ou quoi que ce soit. Ben là, tu sais, je pense que vraiment, tu viens valider que ton podcast c'est rentable. Autre chose, si tu parlais de dire ben, dans ta création de contenu de podcast, tu sais, ben moi j'ai regardé là, tes show notes, j'étais vraiment impressionné. Fait que j'en doute vraiment pas que ça te prend à Ouais. peu près ce temps-là dans une semaine parce que ouais, tes show notes, je les trouvais vraiment impressionnantes. Puis là, as-tu commencé à intégrer un peu de l'intelligence artificielle justement pour t'aider à potentiellement sauver du temps avec tes show notes, quoi que ce soit? Je sais que tu disais que tu sais aussi le Riverside comme moi. Moi, j'utilise quand même beaucoup l'outil de recap de Riverside pour repartir de ça, pour refaire mes show notes. Mais toi, vu que c'est plus un article de blog, ben là, tu as un peu plus de travail de bras, j'imagine. Je devrais utiliser davantage l'intelligence artificielle. Tu sais, justement, je dis que ça me prend du temps. Probablement que je trouverais du temps. On dirait que j'ai pas mis cette énergie-là à bien l'apprendre. Tu sais, je serais rendue là. Je l'utilise plus, euh, disons, pour savoir, mettons, j'ai un angle, j'ai un sujet, ben, je vais demander, tu sais, à ChatGPT, genre, qu'est-ce que les gens se demandent sur ce sujet-là? Tu sais, pour avoir pour Hmm. m'assurer de bien servir, tu sais, la clientèle, de bien aborder les angles qui intéressent les gens, ce genre de choses-là. Mais au niveau vraiment de la rédaction des show notes, non, parce que, tu sais, je veux que ça soit comment moi j'ai dit les choses, je veux que mon invité, tu sais, la citation, la chose que cette personne-là a dite, tu sais, ça va être plus compliqué, ou en tout cas, peut-être que, tu sais, sûrement que je pourrais l'utiliser mieux. Je me considère vraiment, vraiment pas une experte, justement, de l'intelligence artificielle. Fait que je suis pas encore allée là, mais ma réponse est honnêtement, je devrais, tu sais. Je suis sûre que ça m'aiderait. Ben, moi, j'ai commencé à l'intégrer vraiment plus là, dans les 5-6 derniers mois, puis je vois quand Hum, même vraiment une différence dans mon niveau de productivité puis mon efficacité. Puis pour le podcast en particulier, là, ça fait quand même une bonne différence je vais regarder ça. pour la portion output, là, surtout là, tu sais, pour toute la suite là, de checklists que tu as dit qu'il faut faire pour un Ouais. podcast. Moi aussi, je Mhm. l'ai dans ma to-do list. Fait qu'à un moment donné, d'être capable de sauver un peu de temps à ces étapes-là, c'est vraiment important. Mais ça. Donc, vraiment intéressant tout ça sur ton processus créatif. Puis, tantôt, tu me disais, OK, moi, dans ma création de contenu, je manque un peu de constance, mais à tes dires, mais on le voit clairement que c'est plus ou moins vrai. Fait que, tu sais, des fois, on se met beaucoup de pression à être plus Ouais. constant, mais on le voit que très constante avec ton podcast, avec ton infolette, puis que tu essaies de trouver ce sweet spot-là là, entre ton contenu de longue forme puis ton contenu de lancement. Comment tu équilibres les deux dans ton année où, à un moment donné, notre temps dédié à la création de contenu est quand même limité? Ouais. Mais quand on est en lancement ou quand on a des projets particuliers, ben là, on veut investir un peu plus de temps ou quoi que ce soit. Fait que comment tu le planifies, ça, cet équilibre-là entre tes deux styles de contenu? Ben, moi, j'ai pas trouvé la recette miracle pour qu'un lancement, ce soit pas de travail, là. Dans le sens que j'accompagne les gens là, pour leur lancement, puis c'est certain que ça demande de la préparation. Puis si tu te prépares pas, ben, tu vas, en guillemets, payer pour pendant le lancement, tu sais. Euh, un lancement, c'est sûr que euh, si tu veux que ça marche, probablement qu'il va falloir que tu augmentes un petit peu ta fréquence, surtout si, moi, ce que je considère comme un lancement, c'est qu'il faut qu'il y ait une espèce de durée limitée. Là, ça ne veut pas dire que ton offre, elle sera plus limitée, elle sera plus disponible, je veux dire, après telle date, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer après telle date. Ça se peut que tu montes le prix. Ça se peut qu'il y a un bonus qui soit plus disponible, ou tu sais, ça se peut que ben, il y a 6 places dans ta cohorte de telle affaire, ben tu sais, il y a 6 places d'attitude. Quand ils sont pris, c'est plein, tu sais. Fait qu'il y a un élément d'urgence. Fait que si tu veux que les choses se passent pendant cette durée-là, ben tu as un nombre limité de temps, tu sais, de nombre de fois que tu peux communiquer avec ta clientèle, tu sais. Fait qu'à ce moment-là,
c'est sûr que je suggère d'augmenter. Mais là, tu vas être beaucoup plus stratégique, justement, tu sais, avec c'est quoi ton objectif? Ben là, tantôt, je parlais, tu sais, j'ai 4 types de publications quand je suis en lancement. Et justement, je me suis pris des petites notes, là, je regarde mon papier, ceux qui regardent la vidéo. Mais tu sais, tu vas avoir de clarifier l'offre. Tu sais, c'est quoi tu vends? Puis ça, c'est quelque chose que souvent, les gens, c'est niaiseux, là, ils vont oublier. Ils vont être comme tellement excités que ils vont, tu sais, pour eux, ça fait des mois probablement qu'ils sont la tête là-dedans. Fait qu'ils vont juste dire le nom de l'offre. C'est comme si j'avais dit, tu sais, on avait dit, ah, ben, c'est le bœuf, tu sais. Mais, ouais, OK, c'est quoi ça, tu sais? Ben, justement, là, on va prendre le temps de dire, ben justement, regarde, je vais faire mon petit pitch. Mais, tu sais, c'est un festival web qui a lieu 28 octobre au 1er novembre. 10 ateliers sur des tâches connexes à ton entreprise que probablement tu n'aimes pas nécessairement faire parce que ça te demande du temps et que c'est pas du service direct à ta clientèle, mais qu'il faut que tu le fasses pour avoir ton entreprise rentable. Fait qu'on fait 10 ateliers, 1 heure, t'es là live pour poser tes questions ou tes écoutes en réenregistrement. That's it. Mais ça, faut que tu communiques parce que tu es juste excité avec ton branding, excité avec ton offre, puis là, tu donnes les bonnes raisons. Tu sais, si c'est ça, j'avais dit comme, ah, ben, tu sais, on va faire des tâches qu'il faut que tu fasses, t'as pas le choix. C'est comme, là, les gens sont comme, c'est-tu une formation que tu me proposes? C'est-tu un accompagnement? C'est-tu un coaching? C'est quoi? C'est-tu en direct? C'est pas en direct? C'est-tu en personne? C'est-tu en ligne? Tu sais, si tu dis pas ces informations-là, ben, ça le fera pas, là. Les gens, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils achètent, tu sais. Fait que ça, c'est le premier type de publication qu'il faut absolument que tu t'assures de faire quand tu es à lancement. Après ça, tu vas avoir de déconstruire les objections. Donc, justement, tu sais, ça, pour n'importe quoi ou presque, tu sais, la personne elle va avoir des espèces de réticences par rapport à ton offre. Il faut que tu adresses ça. Tu sais, là, justement, je vais prendre le beurre. T'es là-dedans, là, avec moi, là. Oui, Let's go, là. Allons-y, là. On fait de Allons-y. l'éducation puis un pitch. C'est comme un 2 pour 1. Fait que, tu sais, de dire, ben, les gens vont dire, j'ai pas le temps, tu sais, 5 jours d'atelier, c'est beaucoup, là. Moi, j'ai pas le temps, tu sais, j'ai ma job à faire. Mais on se dit, ben, tu sais, t'as les enregistrements pendant 6 mois. Ça, on vient défaire une objection, tu sais, de dire comme, OK, mais cible, mettons, les ateliers où ce que tu risques d'avoir des questions, que c'est pertinent pour toi d'être là en direct. Puis le reste, ben, fais-les on your time. Tu as 6 mois, tu sais. Fait que ça, c'est une autre chose qu'il faut communiquer quand on est en lancement. Puis, après ça, tu vas démontrer ton expertise. Parce que un des avantages d'être en lancement, c'est que, justement, on risque de publier plus. Là, pour une initiative comme le Burk, on est en collaboration, on est 10. Fait que tu as sûrement des audiences qui te connaissent pas, qui vont apprendre à te connaître. Mais là, les autres, ils ne savent pas pourquoi tu es bon, hein. Pourquoi ils te feraient confiance? Tu sais, ils sortent de nulle part, ils sont cold par rapport à toi. Fait que là, tu vas démontrer ton expertise, dire, OK, ben, dans certains domaines, ça va être, oui, les diplômes que tu as, ça, mais dans d'autres, ça va être des témoignages clients, ça va être des études de cas, tu vas dire qu'est-ce que tu as été capable de faire. Tu sais, tu vas vraiment parler de toutes les connaissances que tu as par rapport à ton sujet, par rapport à ton produit, parce que si tu es une entreprise de produits, ben là, tu vas dire, tu sais, pourquoi ton produit il est bon, ça fait combien de temps que tu es en affaires, ça peut être un paquet d'arguments. Puis, finalement, ben, la dernière chose, ça va être d'augmenter l'urgence. Puis là, ça, c'est l'affaire que les gens se posent le plus de questions parce que, tu sais, les gens sont comme, on n'aime pas ça le FOMO, on veut pas faire culpabiliser les gens. Je comprends d'où ça vient, puis, tu sais, je suis vraiment quelqu'un qui a à cœur le marketing éthique, tout ça, mais comme je disais, si c'est en lancement, c'est parce qu'après une durée X ou une quantité X, il va se passer quelque chose, tu sais. Il faut que les gens le sachent. Parce que, je sais pas combien de lancements tu as fait, Francis, mais moi, ça m'arrive tout le temps que le lendemain d'un lancement, même si je l'ai dit 112 fois, qu'il y a quelqu'un qui fait comme « Ah, où est-ce que je peux acheter? » Puis je suis comme « c'est plus possible, je suis désolée. » Tu sais, puis là, ça me fend le cœur. Quand je me dis « Tabarouette! » Fait que, tu sais, t'as beau le communiquer, par expérience, tu pourras pas le dire tu pourras pas le dire trop souvent, là. Tu sais, les gens, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe, combien de places. C'est mais là, avoir su qu'il y avait juste 6 places, je me serais inscrit plus vite. Mais oui, mais, tu sais, t'étais où quand je l'ai dit? Fait que ça veut dire que je l'ai pas dit assez souvent. Tu sais, c'est pas de la faute de la personne. Fait que c'est tout le temps ce genre de choses-là. Fait que ces 4 types de publications-là, c'est vraiment le core pour moi d'une stratégie de lancement. Si t'en oublies un, tu sais, si ton offre est claire, mais les gens, ils savent pas que t'es bon dans ce que tu fais, ils vont pas acheter. Si tu t'as montré pourquoi t'es bon, mais que t'as pas dit d'urgence, ben les gens ils vont se dire, je vais l'acheter, mais plus tard, puis ils vont passer tout droit. Tu sais, faut que tu aies ces 4 piliers-là, parce que sinon, ton lancement, tu vas peut-être avoir des angles morts, tu sais.
J'adore ça. Ces 4 piliers-là, comment tu gères, mettons, dans un calendrier de planification? Est-ce que tu essaies des chevaucher? T'essaies-tu d'être un peu plus dans une portion où est-ce qu'au début, on est vraiment beaucoup, on explique l'offre, après ça, on défait les objections, tu vas-tu vraiment étape par étape ou t'es comme tu fais un mix? Comment tu gères aussi ta fréquence / ta quantité de publication par rapport à ça? Comment tu le travailles habituellement? Je vais faire un mix parce que tu sais jamais quand est-ce que les gens vont avoir la première information qui va faire qu'ils vont s'intéresser au reste. Si, mettons, tu as clarifié ton offre, juste la première, mettons, tu es en lancement pendant 2 semaines, tu sais. Là, tu as clarifié ton offre le jour 1. Là, tu ne le refais plus jamais après. La personne qui est arrivée à cause d'un post sur ton expertise au jour 9, mais peut-être qu'elle ne sait même pas que tu as cette offre-là ou elle ne sait même pas c'est quoi qui se passe exactement. C'est la même chose pour l'urgence. Si tu as dit au début de ton lancement, hey, ça finit dans 15 jours, puis là, tu leur dis pas au jour 14 que c'est la dernière journée, ça, elle l'a peut-être même pas vu là, en premier. Fait que c'est tout le temps de rappeler un peu. Tu sais, en lancement, on a l'impression de radoter. Mais il y a tout le temps quelqu'un. Moi, à chaque fois, ça me rassure. Tu sais, quand je vois des gens m'écrire en DM sur quelque chose que j'ai déjà dit, il y a une partie de moi je trouve ça rassurant. Tu sais, je pourrais dire que, voyons, coudonc, ils ont pas écouté. Mais non, mais je me dis, OK, ben, je suis pas fatigante. Parce qu'il y a encore des gens qui se posent ces questions-là. Fait que c'est important que je répète, puis que je sois vraiment présente, puis s'assurer les 4 piliers, on y va, puis on les passe. Là, on pourrait rentrer dans un autre sujet, mais ce serait vraiment les 4 types d'acheteurs. Tu sais, il y a des gens qui prennent des décisions d'achat vraiment plus rapidement que d'autres. Fait que c'est sûr que, dépendant de ton produit, puis dépendant à qui tu t'adresses, ben ça, par exemple, tu sais, comme moi, je rentrerai pas dans la définition des 4 types, mais moi, je suis une bleue, je suis une méthodique. Tu sais, moi, je vais lire les pages de vente jusque à la politique de confidentialité à la fin, là. Tu sais, je veux dire, je veux vraiment tout lire. Ça va être long. Je vais me faire des tableaux Excel comparatifs pour savoir si je devrais ou pas. C'est interminable, là. Tu sais, si tu vas au centre d'achat avec moi, tu veux te harakiri, là. Genre, c'est l'enfer, OK? Mais moi, si tu me donnes pas le temps de faire ça, je vais pas acheter parce que je vais me sentir rushée. Fait que si tu t'adresses à des gens comme moi, mais il va falloir que tu me donnes un temps de réflexion. Fait que toutes les publications qui vont s'adresser aux bleus, aux acheteurs qui sont des méthodiques, ben, fais-les au début de ton lancement parce que si tu attends au jour 14 de ton lancement de 15 jours, on n'aura jamais le temps. Là, nous autres, on se rendra pas au bout. Là. On sera pas là. Tu sais? Fait qu'il faut que tu penses à tous les types de personnalités, à c'est quoi les processus d'achat. Là, on est vraiment plus dans le copywriting. Tu sais? Mes contenus long form, je vais être dans mon SEO, ma stratégie long terme, mais mon lancement, là, je vais être à fond dans les stratégies de marketing, plus les biais cognitifs, toutes les stratégies psychologiques là, de processus d'achat. Ça, c'est vraiment intéressant parce que je pense qu'il y a 2 éléments clés dans ce que tu dis. C'est que souvent, tout le monde a en tête le fameux funnel d'acquisition, mais Ouais. c'est jamais aussi linéaire que ça. Mais Puis non, ça serait tout simple. tu rentres pas les gens, ils commencent pas leur processus d'achat dans ton premier contenu, puis tu sais, ça se peut qu'ils l'aient pas vu du tout ton premier contenu ou ils l'ont vu, puis finalement, ils étaient occupés, ils ont pas passé tant de temps que ça à le regarder et donc à le comprendre. Donc, il y a différents aussi niveaux de conscience là, quand les gens sont sur les plateformes médias sociaux, quand ils consomment du contenu. Fait que c'est sûr qu'ils vont passer à côté de l'information. Tu sais, on parle de l'importance des points de contact en marketing, mais il y a les points de contact, mais il y a aussi, comme tu dis, de répéter les messages. Fait que ça, je pense que c'est des éléments clés que tu as mentionnés qui sont vraiment importants qu'on mette de l'emphase dessus parce que les gens, souvent, ils ont peur de répéter ou ils ont peur de garder les mêmes choses dans leur contenu, mais c'est pas parce que la personne elle a vu passer ton contenu qu'elle s'est rendue jusqu'à cette étape-là. Donc aussi, des fois, de peut-être mixer l'ordre de la manière que tu vas adresser les sujets, puis de ne pas avoir peur justement de remettre les mêmes informations dans plusieurs publications, puis de répéter dans tes publications. Ouais. Moi, j'arrête pas de le répéter justement dans mes formations, de dire comme arrêter de faire une publication sur un sujet puis c'est fini. Ben non, c'est justement le processus de réflexion puis le processus d'achat pour des achats peut-être un peu plus importants ou quoi que ce soit, ben c'est important d'amener notre clientèle à partir de ça. J'aimerais ça que tu me parles un peu justement, tu sais, en lancement, des fois, il y a des gens, quand ils sont en lancement, c'est vraiment intense, là, puis ça finit plus, là, des courriels à tous les jours, des publications à tous les jours, puis là, c'est comme les gens qui suivent cette personne-là, il y a comme un moment donné une fatigue qui peut arriver comme vraiment rapidement
autour du message. Ça, bien souvent, ça peut avoir un impact négatif sur nos taux d'engagement, nos désabonnements sur des infolettes, quoi que ce soit. Donc, toi, comment tu travailles ça, la notion de dire comme c'est quoi créer trop de contenu ou comment tu fais pour tu sais, la durée de ton lancement, si tantôt tu disais à peu près 2 semaines, ta quantité de contenu dans 2 semaines, comment tu l'évalues, mettons, pour être sûr que c'est pas trop? C'est vraiment une bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, mais quelque chose que j'ai mis en place puis qui, moi, me fait du bien à l'âme, justement, avec cette peur-là, peut-être de déranger ou quoi que ce soit, c'est, tu sais, moi, j'ai une grande confiance envers mon audience. Tu sais, j'ai beau connaître le copywriting, avoir fait des recherches, avoir un persona ou whatever, ces gens-là se connaissent mieux eux-mêmes que moi, tu sais. J'ai pas la prétention. Fait que souvent, je me dis, j'ai pas de ressentiment envers ma communauté qui va pas acheter mon offre. Tu sais, je me dis, c'était pas pour eux, c'était pas pour elles, puis ils ont fait le bon choix. Je suis comme, good for you de pas avoir dépensé ton argent pour mon offre qui te convenait pas. Fait que ce que j'ai fait, c'est que dans mon infolette, quand je rentre en lancement, justement, j'ai tout le temps une espèce de petit warning qui dit, là, pour les X nombre de temps qui s'en viennent, je vais vraiment être plus fréquente. Je vais plus te parler de ce stuff-là. Si tu le sais déjà aujourd'hui, là, que tu n'en as pas besoin de cette affaire-là, ben clique ici, puis je vais t'enlever de mes courriels de vente. Puis, la quantité de gens qui cliquent, c'est vraiment minime, honnêtement. Moi, je n'ai pas plus de désabonnements pendant un lancement, parce que ça, c'est quelque chose que les gens ont peur, hein, parce que c'est dur d'aller chercher des gens qui vont s'abonner à ton infolette. Puis là, tu te dis, ben crème, je mets tout cet effort-là, puis là, aussitôt, je vais essayer de vendre quelque chose, ils vont partir. Mais des fois, c'est pas que les gens, ils sont pas intéressés par toi, ils sont pas intéressés par ton offre. C'est peut-être juste pas le bon moment. C'est peut-être qu'ils n'ont pas, tu sais, ils n'ont pas l'argent, tu sais, il y a des gens qui vont dire, oh, un produit jamais trop cher, c'est juste mal présenté. Non, je m'excuse, mais des fois, il y a des produits qui sont trop chers dans certains. Tu l'as pas l'argent maintenant. Puis moi, je suis correcte avec ça. Puis je me dis pas que c'est mon prix qui était pas bon, ou que mon marketing était pas bon, ou quoi que ça. Je me dis, cette personne-là avait d'autres priorités. Tu sais, fais ton épicerie avant d'acheter mes affaires, s'il te plaît, là. Je donne tout le temps, c'est ça, une espèce de porte de sortie puis je pense que ça crée encore une fois une relation de confiance, une relation tu sais, de transparence, que les gens sont comme, s'ils restent, peut-être que ça va quand même leur taper ses nerfs. Mais ils ont fait ce choix-là de rester, tu comprends? Tu sais, il y avait une porte de sortie, ils l'ont pas pris. Fait que ça me dédouane un peu de cette responsabilité-là. Tu sais, je le remets pour les longs lancements, là, tu sais, comme 2-3 semaines, justement, je vais le remettre quelques fois, là, pas juste une fois au début, puisque, tu sais, les taux d'ouverture, ça se peut que la personne ne l'ait pas vu, puis là, après, comme, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, tu sais, ça l'empêche d'avoir des abonnements massifs, parce que la personne, justement, des fois, elle n'est pas intéressée par toutes tes offres ou qu'elle veut plus entendre parler de ton entreprise. C'est juste que là, ça étape un petit peu ces rognons là, que tu y écrives à tous les jours parce qu'elle sait qu'elle ne l'achètera pas ta patente, tu sais. Donne-y donc une porte de sortie. C'est bien mieux que, à un moment donné, si elle est trop tannée, elle va se désabonner complètement, puis là, tu vas l'avoir perdu. Puis peut-être que l'autre offre que tu avais à présenter dans 6 mois, dans 1 mois, je sais pas, et là, c'était vraiment aligné, puis c'est de ça qu'elle avait besoin. Mais on le saura jamais, tu sais. Et justement, entre tes différents lancements, comment tu gères, mettons, ta création de contenu? Est-ce que d'un lancement à l'autre, tu essaies de voir comme quels sont les contenus que tu peux faire entre les lancements pour ta rétention ou ta fidélisation ou faire progresser ton audience vers ton prochain lancement potentiel qui est peut-être pas exactement en lien avec la même offre de service en tant que tel, mais ça fait partie un peu de ton équilibre entre ton contenu longue forme et ton contenu de lancement? Oui, ça, c'est sûr que je vais être un petit peu sneaky, j'aime dire. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis passée un lancement sur le SEO à un lancement sur la recherche nominale. La recherche nominale, c'est trouver des noms pour des produits. On s'entend que je suis pas dans la même niche. Tu sais, oui, je suis dans la niche, je parle à des entrepreneurs, mais tu sais, c'est pas la même vibe. Il y en a un, on est dans la créativité, vraiment plus copywriting, branding, tu sais, limite design, tu sais. Puis l'autre, on est vraiment plus dans l'analyse, tu sais, la recherche de mots-clés. Fait que là, je me suis questionnée, tu sais, comment je vais faire pour faire passer? Mais là, je vais être sneaky, puis dans le type de contenu que je vais
publier, mais je vais essayer de faire des ponts. Tu sais, je vais commencer, mettons, par faire, là, je me rappelle plus qu'est-ce que j'avais fait, mais tu sais, le côté créatif dans le SEO. Puis là, après ça, je vais parler de plus en plus du côté créatif. Puis là, après ça, je vais commencer à éduquer les gens sur pourquoi c'est important d'avoir un bon nom pour ton produit. C'est quoi les différents types de noms que tu peux trouver, à quoi faut que tu penses. Et donc, je suis en lancement puis j'ai une formation sur la recherche nominale. Pouf! Parce que moi, je le sais qu'est-ce qui s'en vient dans mon entreprise. Fait que c'est mon rôle de faire de l'éducation entre-temps puis d'amener les gens à se poser des questions, à cheminer. Tu sais, on parle de l'échelle de conscience, tu sais, la personne, elle sait mettons, elle sait pas qu'elle a un problème. Après ça, ben, elle sait qu'elle a un problème, mais elle sait pas comment le régler. Après, comme, elle a plusieurs idées sur comment qu'elle peut le régler. Après ça, elle a comme choisi la solution qu'elle voulait. Après ça, elle a choisi que c'est toi qui allais lui donner la solution pour régler son problème, tu sais. Mais c'est ton rôle à toi, tu sais, en tant que marketeur, de faire cheminer la personne dans ce funnel. On parlait de funnel, c'est vrai que c'est pas tout le temps aussi linéaire, puis les gens arrivent pas tous de la même place, là. Mais toi, tu le sais qu'est-ce qui s'en vient dans ton entreprise. Bénéficie de ce temps-là pour faire avancer les gens, tu sais. Parce que je pense pas que mes lancements auraient eu le même succès si j'avais pas fait ce travail-là entre-temps. Puis que là, pouf, tout d'un coup, j'étais comme « Hey, achète ma formation sur la recherche nominale, mais tu sais, je te parlais de SEO, il y a 2 minutes et demie, puis là, tu sais pas pourquoi je suis bonne là-dedans. C'est quoi mon expérience? C'est peut-être même pas c'est quoi, parce que, tu sais, quand je disais recherche nominale, les gens étaient là, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, on n'entend pas. Là, je te dis, mais trouver un nom pour un produit. Ah. Fait que quand on a le temps puis qu'on sait qu'est-ce qui s'en vient, c'est pour ça, hein, tu sais, planifier, tu sais, vas-y par trimestre. Si t'es pas quelqu'un qui est capable de planifier à la semaine, là, moi non plus, je suis pas capable de planifier à la semaine. Là. Mais tu sais, au moins, tu le sais dans ton trimestre qu'est-ce qui va se passer, mettons. Mais déjà, tu viens de nicher le type de contenu que tu vas avoir besoin pour que les gens s'en aillent dans la bonne direction, tu sais. Le temps passe rapidement. On pourrait Mais ça, tellement continuer de jaser dans plein de niveaux. Mais aurais-tu un conseil ou une chose qu'on n'a pas jasé que tu aimerais peut-être partager pour les gens justement qui sont peut-être inconstants dans leur création de contenu, qui manquent de régularité puis qui se mettent de la pression avec ça? Toi, as-tu un conseil comme où justement quand tu sais que ça fait un petit bout que tu n'as pas créé, que tu dis comme voici comment je fais pour me remettre à repartir la machine, mettons. As-tu des conseils comme ça que tu aurais pour les gens qui sont peut-être dans ces problématiques-là? c'est pas facile, mais moi, je pense que, OK, j'avais pas préparé de conseils, mais ce qui me vient à l'esprit comme ça, là, ça serait de publier un premier contenu quand ça fait longtemps que je l'ai pas fait, qui est le plus proche possible de toi. Tu sais, de qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est quoi ta passion? À quoi tu passes ton temps? Tu sais, on est des entrepreneurs, des entrepreneuses, mais on n'est pas juste ça, là. Tu sais, on a des familles, des amis, des loisirs, des lieux de vie, des activités, quoi que ce soit. Essaie de prendre quelque chose qui est proche de toi, qui te tient à cœur, que tu peux facilement parler de ce sujet-là. Puis là, essaye de faire un lien avec ton entreprise. Tu sais, essaye pas de partir dans quelque chose de hyper complexe. Tu sais, un carrousel de 10 slides qui explique un concept là, super compliqué si ça fait longtemps que tu n'as pas publié. Reste proche de toi. Les gens, ils vont connecter, ils vont se rappeler que tu étais le genre de personne qui faisait, je sais pas moi, du ski de fond, ou elle, son bureau, elle a un graffiti en arrière, ou tu sais, ah oui, telle personne. Tu sais, reste avec quelque chose qui te ressemble. Puis tranquillement, là, recommence à t'éloigner, tu sais, de tes intérêts premiers, mettons. Je pense que ça serait ça. Je sais pas, c'est ce qui m'est venu comme sans préparation. Je pense que c'est ça, ça serait ça ma stratégie. Ouais, puis je pense, même moi, je le remarque, souvent mes meilleures publications, c'est quand je repars d'une discussion avec un client qui m'a donné un flash, que là, je fais comme, ah ouais, ça, faut que j'en parle à plus à ma communauté, à mon audience, parce que c'est quelque chose que j'adresse souvent, puis que des fois on en parle souvent, mais qu'on ne crée pas nécessairement du contenu en lien avec ça. Fait qu'effectivement, donc, de repartir de notre quotidien de discussion de Ouais. projets pour essayer de leur partager. On termine le tout avec des petites questions éclairs. C'est laquelle ta plateforme préférée pour la consommer du contenu? Instagram. Instagram. Fait que tu sais, c'est là que tu es le plus active et c'est là que tu consommes le plus de contenu aussi. Oui, oui, vraiment.
ça serait quoi je pense qu'on connaît déjà la réponse, mais ça serait quoi l'outil ou l'application essentielle dans ton workflow de création de contenu dont tu ne pourrais pas te passer? Asana. Ouais. Asana. Ouais. Moi, si Asana est down une journée, je suis en pleurs. Pour vrai. C'est qui ton ou ta créatrice de contenu préférée? Aïe, aïe. Ben, je vais être cheesy, là, mais sans faire, je vais te dire ma meilleure amie, Claude Surprenant d'Orangeade Média, parce qu'elle a une créativité, elle a une régularité que j'envie, que j'admire. Elle a une créativité dans ses reels, elle est super drôle. Fait que je pense que c'est celle que j'admire le plus, c'est super cheesy, parce que, tu sais, je mens pas, c'est ma meilleure amie, puis je suis fan. Qu'est-ce que tu veux? Je l'aime. Très cool. D'ailleurs, elle fera partie des 10 spécialistes Yes. de Burk qui arrive rapidement. C'est Oui. le temps de nous plugger Burk. Yes! C'est un événement dans lequel j'aurai la chance de participer. Ben oui, fait que du 28 octobre au 1er novembre, c'est le Festival des tâches répugnantes, le Burk. C'est la 2e édition, fait qu'on est rodés, on étant moi, parce que les 10 ateliers de cette année, c'est 10 ateliers complètement différents. Donc, si vous étiez là à la première édition, c'est pas de contenu primoché. On repart à 9 avec encore des tâches qui sont peut-être moins appréciées, mais qui sont essentielles. Et là, justement, je regarde la programmation pour pas oublier personne, mais on va avoir organisation de la semaine de travail, se préparer aux appels découvertes, automatiser ces tâches récurrentes. Francis, tu vas nous aider avec notre calendrier de contenu, justement, s'il y en a qui ont besoin d'être un petit peu plus structurés. On va avoir Vicky qui va nous faire un atelier de réseautage, parce que ce que j'ai remarqué, j'ai fait un petit sondage l'année passée, puis le réseautage, étonnamment, tout ce qui est entrer en contact avec les gens, il y en a beaucoup que ça les écœure, pas parce qu'ils aiment pas le monde, mais parce qu'ils sont timides ou ils sont introvertis. Fait qu'on va adresser ça dans des petites astuces tout en réseautant en ligne. Fait que c'est safe, hein, au pire, tu fermes ta caméra. Oups, problème d'Internet. Mais, mais bref, il va y avoir ça. Alors, on a un atelier sur l'écriture, le langage inclusif avec Léane Niang, qui est vraiment reconnue en Europe pour ça. Je suis super contente de l'avoir avec nous autres. Claude, comme tu disais, va nous parler de vendre en stories. Et là, que vous ayez une entreprise de produits, je leur dis, ou une entreprise de services, ça va s'adresser à vous. On a Phyllis qui va parler de la séquence de bienvenue. Tu sais, c'est du genre à t'as fait une gratuité, les gens viennent chercher ta gratuité, puis après ça, ils s'en vont. Peut-être que tu as un problème de séquence de bienvenue, fait qu'on on va en parler. Et finalement, moi, je donne un atelier sur le pricing, parce que ça, c'est bien quelque chose qui est dégoûtant, c'est choisir combien on vend nos patentes. C'est tough. Puis pour starter le festival dans un bon mindset, on va avoir Bénédicte Vasseur, qui est psychologue et qui connaît la neuroscience, qui va nous mettre dans le bon mindset pour justement, qu'est-ce qu'on fait quand il y a quelque chose qui nous écœure vraiment, que ça ne nous tente pas de le faire, mais qu'il faut le faire, pour se reprogrammer un peu le cerveau, puis finalement passer à l'action. Fait que c'est ça la programmation cette année. Je suis vraiment, vraiment hype. Puis pour s'inscrire, en fait, c'est slasheuse.co/Burk, B-E-U-R-K. Donc, on va tous être là. Moi, Francis et tous les gens merveilleux que je vous ai nommés. Quel pitch! Que dire de plus que tu as tellement créé un univers, le nom du festival, tu as vraiment créé un univers qui est très, très le fun et très motivant. Moi, juste le nom de mon atelier, c'est le Labo de Frankenstein pour redonner vie à ton calendrier de contenu. Fait que ouais, merci d'avoir créé ce bel univers. Puis j'ai vraiment hâte de participer. Puis tu sais, c'est fou parce que j'écoutais des sujets, parce que je les ai regardés, évidemment, un peu pour répéter ce qu'on disait tantôt, mais tu sais, là, tu les as nommés de vive voix, puis je suis impliqué dans le projet, puis je les ai vus, mais tu sais, de les réentendre, j'ai fait comme ah ouais, ça, faudrait que j'y aille. Ah ouais, ça, faudrait que je me rends compte que j'ai beaucoup de tâches que je vais devoir exécuter moi aussi au cours des prochains mois. Fait que oui, fait qu'on vous invite fortement à participer à Burk. Annie, merci vraiment pour tous tes partages aujourd'hui aussi. Je pense que une conversation vraiment intéressante pour bien des gens qui se mettent bien de la pression. Fait que merci d'avoir été là pour briser cet abcès. Merci. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode au complet. J'espère que tu as appris plein de choses. Si oui, n'hésite pas à partager avec un ami ou un collègue qui est dans l'industrie de la création de contenu, des médias sociaux, des coms, du marketing.
Et un merci particulier à Isarta, toute la belle équipe d'Isarta qui propulse le podcast, mais avec lui aussi, j'offre plein de formations. Tu vas en savoir plus sur toutes les formations que j'offre en lien avec les médias sociaux, la création de contenu, la publicité en ligne. N'hésite pas à aller visiter le site web d'isarta.ca. Une autre chose qui pourrait t'aider, c'est de découvrir toutes les manières que je peux t'accompagner. Donc, j'offre l'accompagnement personnalisé, du coaching, des consultations éclairs et finalement, je t'invite à visiter mon site web pour en savoir un peu plus sur la machine à contenu, qui est un outil que j'ai développé pour t'aider avec ta création de contenu de manière stratégique, planifiée, structurée. Dans la machine à contenu, tu as une boîte à idées, tu as une section pour t'inspirer, tu as une section pour planifier ton calendrier de contenu, des listes de best practices pour chacun des formats de contenu. Va voir la machine à contenu sur mon site web francisjeté.ca. Je ne retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup, puis on se dit au prochain épisode. Ciao!